La justice, telle affaire de riches. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, présents ici et ailleurs, par la magie des ondes, je vous salue en remerciant tout particulièrement le révérend Père Abékan de l'opportunité de cette parole personnelle et non collective à l'occasion des conférences de Carême 2023 initiées par la paroisse de Saint-Jacques autour du thème central « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent ». Chers amis, chers frères en Christ, chers auditeurs, on doit certainement à M. Jean de La Fontaine, dans sa célèbre fable sur les animaux malades de la peste, d'avoir contribué, entre autres, à mettre en lumière les rapports dialectiques entre le pouvoir et la justice qui existent depuis des temps fort reculés dans les sociétés modernes et qui sont presque toujours en faveur des puissants et des riches. M. Jean de La Fontaine, en effet, explique dans son récit, dont vous me permettrez de reprendre quelques lignes ramassées, qu'un jour, la fureur des cieux s'abattit sur les animaux qui ont commencé à souffrir de la peste sans toutefois en mourir. Que leur souffrance fut telle que le roi lion résolut de tenir un conseil et proposait comme solution que chaque animal confesse publiquement ses torts et que celui qui aurait fait le plus de mal soit désigné comme sacrifice expiatoire pour apaiser la colère des dieux. « Chers amis, dit-il, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. » Et prenant la parole le premier pour donner l'exemple, le lion confessa qu'il avait fait tant de morts en s'attaquant à des moutons et même à des bergers, alors que ceux-ci ne lui avaient causé aucun tort. En réponse, le renard, futé qu'il est comme toujours, il a été retorquat: « Sire, vous êtes trop bon. Vos scrupules font valoir trop de délicatesse. Eh bien, manger mouton, canaille, sotte espèce, est-ce bien un péché? Non, non. Vous leur fîtes, Seigneur, un honneur, et les croquants, beaucoup d'honneur. Quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Aussitôt, aussi dit, le renard est flatteur d'applaudir. Puis vint le tour des autres puissances de la forêt, ours, tigres, etc., à qui on trouvait de parfaites excuses. Quand finalement vint le tour de l'âne, qui se mit à confesser qu'il avait pour assouvir sa faim brouté dans des pâturages d'un tiers propriétaire, le verdict de l'Assemblée s'abattit sur lui pour lui reprocher ce crime abominable d'avoir mangé l'herbe d'autrui. Aussitôt fut-il désigné comme celui par qui le malheur arrivait, de sorte que seule la mort était à même d'expier son forfait. La morale de cette histoire, nous dit Jean de La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Fin de citation. Cette fiction, qui comporte aussi une forme de sagesse populaire, nourrie en cela par l'observation de nos sociétés sur plusieurs cycles d'âge, pose la problématique profonde et actuelle des rapports de la justice et du pouvoir de l'argent, en ce compris les puissants de ce monde dont le sens générique de riche
englobe les riches, les nantis financièrement, les hommes politiques, les capitaines d'industrie, les hommes de réseaux plus ou moins obscurs, par opposition aux citoyens ordinaires, ne disposant que pour toute ressource son traitement mensuel ou disposant de revenus modestes en comparaison. De la morale profane de M. Jean de La Fontaine à la morale chrétienne de l'Ecclésiaste, le fond est toujours le même. Ne lutte pas avec un grand, de peur de tomber entre ses mains. Ne te querelle pas avec un riche, de peur qu'il n'ait plus de poids que toi, recommande l'Ecclésiaste. Dans le fond, finalement, la justice rime-t-elle avec la richesse? Ou alors, la justice est-elle l'affaire des riches? D'abord, pour commencer, qu'est-ce que la justice? Prosaïquement, le petit Robert l'a définie comme un principe moral qui fonde le droit de chacun. Aristote, lui, l'appréhende comme une vertu qui consiste à rendre à chacun selon le sien dans une dynamique de justice commutative qui partage, qui distribue, mais qui peut apparaître bien étroite dans certaines situations, de sorte à laisser entrevoir la justice distributive, c'est-à-dire la justice sociale, qui peut se résumer dans cet aphorisme à chacun selon ses besoins. Selon donc les paradigmes dans lesquels on se trouve, on peut rencontrer plusieurs formes de justice, à la fois plurielles, concurrentes et qui ont toutes leur logique particulière. Ainsi, à titre d'exemple de cette multiplicité de fondements ou de paradigmes, ça va? Ainsi, à titre d'exemple de cette multiplicité de fondements ou de paradigmes, l'exemple de la flûte que se disputent 3 enfants, rapporté par le philosophe indien Amartya Sen. Pour se le voir attribuer, l'un met en avant qu'on doit la lui attribuer parce qu'il sait mieux en jouer que les autres, ce qui est confirmé. Le deuxième prétendant pour sa part l'acquérir au motif qu'il est le plus pauvre des 3, ce qui est vrai. Ou enfin, le troisième la revendiquant au motif que c'est lui qui l'a fabriqué et qu'il serait juste qu'il soit récompensé du fruit de ses efforts, ce qui est non moins vrai. À la réflexion, il est malaisé de prendre un parti définitif pour l'un ou l'autre de ses prétendants, dans la mesure où les logiques de justice sur lesquelles les 3 se fondent sont toutes aussi pertinentes en ce qui les concerne. En définitive, selon que l'on est utilitariste, hédoniste pour qui le plaisir est la fin qu'on doit poursuivre, ou égalitariste, le choix dépendra de ses propres rapports de valeur. Pour le professionnel de droit, le droit positif, c'est-à-dire l'ensemble des droits applicables, le droit positif a sa logique de justice qui ne relève pas toujours forcément du sens courant ou personnel que chaque citoyen s'en fait. Ainsi, une décision juste en droit sera une décision conforme au droit, à la loi, sans pour autant être forcément conforme à la morale dans l'absolu. Exemple, telle veuve qui réclame la pension de son époux prédécédé, mais qui le ferait trop tardivement parce qu'elle serait illettrée et qu'elle ignorait le délai de prescription, verra sa demande rejetée alors même qu'il aurait été moralement juste et équitable qu'elle ait son dû pour prendre soin de ses enfants et d'elle-même. De même, la prescription en matière pénale qui interdit de poursuivre au-delà de 3 années révolues l'auteur d'un délit
contre lequel on n'a pas préalablement porté plainte, malgré la certitude et la connaissance notoire de sa culpabilité. On le voit, la vérité judiciaire ne coïncide pas toujours avec la vérité du justiciable ou la vérité des faits, la vérité factuelle. Il en résulte qu'au-delà de la vertu et du sentiment du juste et ou de l'injuste qui est inhérent à tout homme, sa mise en œuvre concrète, la mise en œuvre concrète de la justice, suppose que l'on s'adresse au service public de la justice. Je parle de l'institution judiciaire qui a son propre langage, ses propres codes d'accès, si j'ose, son propre rite initiatique dont le but est d'interpréter la loi, d'en assurer l'application. Mon propos donc en relation avec le thème retenu, la justice, une affaire de riches, privilégiera l'idée de justice-institution dont le fonctionnement n'est pas aisé de compréhension de prime abord pour le profane et qui, de ce point de vue, génère un coût a priori pour sa mise en œuvre, dont l'importance du coût de la mise en œuvre en relation avec le faible pouvoir d'achat des Ivoiriens peut et quelquefois constitue déjà un réel frein à son accessibilité en tant que première illustration du rapport dialectique de la justice et de l'argent qui, presque toujours, nonobstant quelques aménagements, tourne en défaveur des moins nantis de nos concitoyens. Premier constat. De même qu'a posteriori, le fonctionnement de l'institution judiciaire, au demeurant lourd, l'expose structurellement à être une justice sous dépendance, susceptible d'être influencée par les pouvoirs d'argent, au détriment de la neutralité et de l'impartialité de ses acteurs, imposant aux moins riches de nos concitoyens à se tenir loin d'elle et à lui manifester sa défiance. Comme il ne manque certainement de s'interroger sur l'utilité de la décision de la justice ou de la décision de justice qui leur serait favorable lorsque l'exécution de la décision les confronte à des obstacles financiers majeurs et à des discriminations fondées sur leur statut social. En gros, ramasser les 4 points que je vais développer pour étayer l'idée que la justice est une affaire de riches, car je prends le parti de démontrer que la justice est une affaire de riches. En ce qui me concerne, la formulation du libellé n'étant pas une interrogation mais une affirmation, je rentre donc dans l'affirmation que j'entends étayer par mon propos, que j'entends étayer par des exemples. Je vous le disais dans mes propos liminaires, la justice peut être inaccessible ou financièrement difficile d'accès pour les moins nantis de nos concitoyens. Je voudrais rappeler à toute fin utile que la justice a pour rôle de faire respecter la vie, les règles de la vie ou la vie tout court en société. Elle sanctionne les actes et les comportements interdits par la loi, protège les personnes les plus fragiles, les plus vénérables et met fin à des litiges. C'est son rôle classique que tout le monde connaît. Au-delà du principe moral que j'ai exprimé dans mes propos liminaires, la justice est un service public, en ce sens qu'elle est rendue au nom et pour le compte du peuple de Côte d'Ivoire. Elle est donc la gardienne des libertés publiques
et de l'état de droit, que je définirai brièvement, ce n'est pas l'objet de mon propos, comme la soumission à la même loi que tous de l'État lui-même, afin de s'assurer par tous de son respect, de sa protection et de la garantie des droits de chacun, nul n'étant censé ignorer la loi, nul n'étant être, en principe au-dessus de la loi. Si tous ont donc le droit d'accéder à la justice, tous les justiciables ont le droit d'accéder à la justice pour réclamer le respect de leurs droits individuels ou personnels et demander réparation des dommages qu'ils auraient subis du fait de la méconnaissance de la loi, il reste que dans la pratique, selon l'économie des enquêtes et autres rapports des organisations de la société civile, tant locale qu'internationale, et de l'observation attentive du fonctionnement du service public de la justice, qu'il existe une véritable barrière financière entre le justiciable du point de vue du coût de la justice, notamment qui autorise à affirmer que la justice ivoirienne est chère, au triple plan du coût intrinsèque des actes de justice, du recours à l'avocat et du fait de l'éloignement des juridictions. La justice est chère. De façon générale et à raison, les populations récriminent contre la cherté de la justice pour la regarder sous son rapport d'argent et la suspecter de ne pas servir leurs intérêts ou à tout le moins de ne pas les concerner, du fait de la faiblesse de leur pouvoir d'achat qui, à contrario, ferait ou serait l'affaire des plus nantis. À preuve, pour ne s'en tenir qu'au seul exemple de la procédure contentieuse, parmi tant d'autres, c'est-à-dire celle qui implique la présence d'un adversaire ou d'un contradicteur. Le demandeur, c'est notre jargon, le demandeur, celui qui saisit la justice, est tenu de débourser d'entrée, avant que son cas ne soit examiné, la somme de 130 000 francs CFA, se décomposant comme suit. 50 000 francs pour l'huissier de justice, qu'on appelle maintenant commissaire de justice, qui dresse l'assignation, c'est-à-dire l'acte de procédure par lequel l'adversaire est appelé devant le juge. 50 autres 1000 francs au même commissaire de justice ou à un autre pour la signification de l'assignation, c'est-à-dire, pardonnez le jargon, l'acte par lequel l'adversaire est informé de l'affaire et surtout l'acte par lequel il est invité à comparaître devant tel juge pour pouvoir débattre de son affaire. Enfin, 30 000 francs au moins pour les frais d'enrôlement, c'est-à-dire pour la formalité consistant à inscrire l'affaire au rôle du juge pour qu'il ait le dossier physique sur son bureau quand il arrive. Dans une moindre mesure, tout aussi onéreuse, les procédures non contentieuses, c'est-à-dire celles qui n'impliquent pas d'adversaire ou de contradicteur, notamment les procédures pour se faire délivrer un casier judiciaire ou un certificat de nationalité, qui ont également un coût fixe, mais qui peut connaître des variations non maîtrisées en raison du recours à des intermédiaires en tout genre, dont les tribunaux malheureusement régorgent et qui sont appelés les margouillards. En effet, la non-application d'une tarification uniforme par les commissaires de justice peut entraîner ou entraîne des variations d'un huissier à un autre dans une fourchette de 50 à 101 000 francs pour les coûts, la délivrance des coûts, et pouvant être préjudiciable en créant des situations inégalitaires pour des citoyens du même pays
et pour l'accès à la même justice. En général, cette tarification des actes de justice, en principe prédéfinie, mais non maîtrisée, du fait de frais parallèles, induit de la médiation des margouillas ou de la nécessité de stimuler la conscience professionnelle de tel ou tel intervenant fonctionnaire dans la chaîne de délivrance de l'acte, ajouté à la cherté de la vie en particulier, entame en principe le principe constitutionnel de l'égal accès de tous à la justice, car les plus nantis ou les moins pauvres pourront plus aisément que les pauvres saisir la justice. Même si, et c'est à saluer, l'institution de l'assistance judiciaire se donne pour vocation, avec un relatif succès, un succès mitigé, de niveler les disparités liées à la fortune de nos concitoyens en leur permettant, du moins aux plus pauvres, d'accéder à la justice sans avoir à débourser le moindre centime. Le recours à l'avocat ajoute à la cherté de la justice. Si nul n'est censé ignorer la loi, ce qui est manifestement une fiction, voire une hypocrisie, en tenant bien entendu compte de l'illettrisme de nos populations ou du faible taux d'alphabétisation, le profane n'en connaît pas toujours les subtilités, d'où la nécessité de s'adresser aux professionnels qu'est l'avocat et dont les services ont nécessairement un coût, même si le service qu'il rend n'a pas de prix, en raison de l'importance salvatrice de son intervention. En effet, certes, l'avocat prête serment d'exercer son ministère avec désintéressement et humanité, mais c'est oublier aussi qu'il est un chef d'entreprise avec des charges financières qui rendent son intervention onéreuse, de sorte à rechercher chaque fois l'équilibre de ses propres comptes. De ce point de vue, disons-le tout net, un bon avocat a un coût qui varie en fonction de sa notoriété, son ancienneté, ses diplômes, l'enjeu du procès et, à souligner, la situation financière du client. Car pour parvenir à des services de qualité, un minimum d'organisation, de culture d'entreprise et de compétences s'impose. De ce point de vue et dans une certaine mesure, la justice entendue comme service public peut ne pas sourire aux plus défavorisés, même s'il existe, comme on l'a vu, ou comme je l'ai dit, l'assistance judiciaire. Et dans certains cas, les avocats plaident pro Deo, pour Dieu, c'est-à-dire gratuitement, dans un élan d'humanité pour témoigner de leur solidarité avec les plus démunis comme effort personnel au carême, puisque le temps s'y prête. Et bien souvent, ce bonheur qu'on éprouve d'avoir été utile à son prochain et de l'avoir sauvé d'une situation où se jouait la tragédie de sa vie est beaucoup plus gratifiant que les espèces sonnantes et trébuchantes pour renouer d'une part avec cette belle parole de Saint Paul, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, et d'autre part avec les origines ecclésiastiques du rôle d'avocat. L'éloignement des tribunaux, l'éloignement géographique des tribunaux et l'inégale couverture de la cartographie judiciaire en rajoutent au coût de la justice. De nos jours,
la Côte d'Ivoire compte 44 tribunaux, 44 sections de tribunaux, 9 tribunaux de première instance, pour un pays comptant de nombreux départements et régions, mettant ainsi en relief le caractère clairsemé de la cartographie judiciaire. Ainsi, certaines populations des sous-préfectures et autres villages, moins nantis que d'autres, privés de leur juge naturel, entendez par là le juge de proximité, doivent parcourir de longs trajets pour saisir les juridictions rattachées. De fait, devant les difficultés liées au transport et aux frais inhérents à ces déplacements, ils réchignent, pourraient réchigner, ils renoncent, pourraient renoncer catégoriquement à saisir la justice par manque d'argent et à subir stoïquement les affres de l'injustice dont ils seraient l'objet. La justice, du fait de sa cherté, ne passera donc pas pour eux. Or, la justice doit passer pour tous. Également, une justice au fonctionnement lourd peut paraître préjudiciable, au moins nanti. La célérité, la rapidité dans le traitement des dossiers judiciaires et dans l'administration de la justice n'est pas la moindre des gageurs que saisit la justice, en raison de la lenteur qui s'observe à tous les niveaux de la hiérarchie judiciaire, depuis les tribunaux de première instance jusqu'à la Cour de cassation. Il n'est pas rare d'observer de plus en plus fréquemment que certaines procédures durent de longues années sans connaître leurs épilogues, en dépit des délais légaux de délivrance des décisions fixées par la loi. En général, 6 mois pour les affaires civiles et commerciales, compris les divorces. Les procédures dites d'urgence, les référés, ne sont pas en reste, de sorte qu'on en vient légitimement à se demander si l'urgence est toujours urgente pour la justice. De tristes mémoires, certaines procédures en référé ne sont pas vidées avant 6 mois, voire plus, même au plus haut niveau de certaines de nos juridictions. Ce temps qui passe inexorablement pour les justiciables les plus tenaces, qui n'ont pas le moyen d'un avocat ou qui ne bénéficient pas de l'assistance judiciaire, oblige les plus opiniâtres à suivre eux-mêmes leur procès en étant malheureusement dépourvus du don d'ubiquité, ne pouvant donc dans le même temps renouveler du renvoi de leur affaire, se retrouver ailleurs pour leur travail, leurs ouvrages. Cela dit, l'urgence qui n'est plus urgente et le temps du temps qui n'est plus le temps du temps, comme le dirait le vieux Ménécré, il va sans dire que si la justice ne fait pas gagner d'argent, elle fait perdre du temps. Or, le temps, c'est de l'argent. Pour ceux qui en sont démunis et qui préfèrent prendre leur distance vis-à-vis d'elle pour ne pas perdre davantage de ce temps qui, utilisé à bon escient et ailleurs, est source d'argent. Pour eux aussi, la justice ne passera pas. Or, elle doit passer pour tout le monde. On a également une justice qui est sous dépendance. Dépendance de quoi? Une justice sous dépendance de l'exécutif et des pouvoirs d'argent et des influences sociales de tout genre. Une justice sous dépendance d'abord de l'exécutif, qui peut paraître discriminatoire, comme profitant aux plus nantis
et venant étayer l'assertion selon laquelle la justice est une affaire de riches, sous dépendance de l'exécutif. En Côte d'Ivoire, il faut le savoir, le président de la République nomme le juge dans ses fonctions juridictionnelles, tandis que lui est élu au suffrage universel par le peuple, à l'instar du président de l'Assemblée nationale, également élu comme représentant du peuple. Trois pouvoirs de sources différentes sont en présence, présentés d'égale valeur, réputées indépendantes les unes des autres, pour séparer les différentes fonctions régaliennes de l'État et limiter par le pouvoir judiciaire l'arbitraire et les abus des deux autres pouvoirs, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Or, si l'article 139 de la Constitution proclame l'indépendance du juge, il confie paradoxalement la garantie de cette indépendance au président de la République représentant le pouvoir exécutif, dont l'action est pourtant censée être sous l'arbitrage du juge. De fait et de droit, le président de la République a le pouvoir constitutionnel de déplacer, muter, révoquer le juge. Question: comment dans de telles conditions le juge peut-il être véritablement indépendant du pouvoir exécutif pour contrôler et sanctionner le cas échéant son action sans crainte de subir des représailles? Comment? Dès lors que le pouvoir judiciaire n'est pas à l'instar des deux autres pouvoirs élus, son indépendance et son impartialité peuvent apparaître illusoires devant les assauts hégémoniques du pouvoir politique. Alors dis-moi, qui te nomme, qui te note, qui t'affecte, et je te dirai quel juge docile tu dois être. Ou alors tu obéiras à la loi, à l'autorité de la loi, mais je t'indiquerai celle à laquelle tu dois obéir. Nos concitoyens relèvent à cet égard que trop régulièrement le pouvoir politique s'autorise publiquement et quelquefois grossièrement même des incursions intempestives, inadmissibles dans le périmètre réservé du juge, pour lui donner des instructions, donner son avis sur telle ou telle affaire, commenter telle décision, ou simplement dire son refus de telle sentence, quand tout simplement il ne rentre pas en voie de représailles ouvertes contre tel juge, considéré comme indocile, le radiant au pire, l'affectant au mieux, au mépris du principe de l'inamovibilité du juge du siège. C'est pourquoi le juge n'a toujours pas la force ni le courage d'être indépendant et de se donner à voir comme tel pour être libéré de l'image du juge aux ordres du politique au sens large, lequel, en raison des moyens dont il dispose, le hisse objectivement au rang des puissants et des riches de ce pays, dans la mesure où la politique en Côte d'Ivoire est un moyen de s'enrichir. Sous la dépendance structurelle du pouvoir exécutif, la justice est également, en tant que de besoin, sous la dépendance supplémentaire du pouvoir de l'argent et des pressions sociales. Même si elle tente de se départir de l'influence et des combines du politique pour jouer sainement son rôle, la justice éprouvera des difficultés à restaurer la bonne gouvernance pour ne pas donner malheureusement le sentiment qu'elle est une affaire d'argent, tant elle reste minée par la corruption de ses acteurs en tout genre, soumis au pouvoir de l'argent, aux influences
et suggestions de toute nature. Reconnaissons-le net. Disons-le sans peur dans la maison du maître, protégé par son esprit. Les acteurs du service public et la justice sont exposés au problème de l'argent corrupteur et de fait, le système judiciaire, sans que ce soit une exclusivité mondiale, est miné par la corruption. De telle manière que certaines décisions le sont à l'aune de la bonne bourse ou du portefeuille de la partie litigante au mépris des règles de l'égalité et de la transparence. La réalité de la corruption en milieu judiciaire est si manifeste, je ne l'invente pas, que plusieurs séminaires gouvernementaux y ont été consacrés et des réformes envisagées sans grand succès cependant. À cet égard, je n'ai rien inventé, il n'est pas sans intérêt de relever qu'en raison de l'impact négatif de la corruption en général, notre pays s'est classé au 105e rang sur 180 en 2021. D'ailleurs, la corruption est si endémique dans notre patrie que pour lutter contre ce fléau, le gouvernement n'a pas hésité à instituer un ministère dit de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Qui dit mieux? Le rapport dialectique de la justice à l'argent peut également se manifester à travers les sollicitations et influences de tout genre qu'elle subit. Les sollicitations des parents, c'est un poids sociologique important. Des amis de la même famille politique, des amis du même réseau mystique, religieux ou communautaires, de sorte que pour préserver les intérêts de leurs proches, certains acteurs peuvent volontairement commettre de graves entorses à la règle de droit au détriment de la partie qui n'aurait l'avantage d'aucun privilège direct ou indirect vis-à-vis d'eux. Je voudrais, comme on m'a demandé si c'était possible, alors c'est une anecdote, mais c'est plutôt un fait réel, l'exemple de tel juge d'instruction dans une petite ville confronté à un dossier dans lequel son oncle, qu'il a élevé, qui a payé et financé ses études, se trouvait être l'auteur du délit qui était déféré à sa connaissance. Le délit était établi, l'oncle était coupable, présumé suspect, mais c'est tout le village, les pères et mères, oncles, tantes, femmes, enfants, même le chien du village, tout le village qui était devant sa porte pour lui rappeler qu'il n'est que, il doit d'être ce qu'il est à ce monsieur qui comparaît devant lui enchaîné, sans que déjà il ne fasse rien pour le faire déchaîner, appelant les plus ardentes imprécations sur sa tête, partagé qu'il est entre son devoir et son appartenance sociologique à cette famille, à cette tribu, à cette partie de l'Afrique. Tel autre juge, un de mes amis personnels, qui jusqu'aujourd'hui est interdit d'accès à son village pour n'avoir pas intervenu, l'avocat général, pour n'être pas intervenu en faveur de son oncle qui passait en flagrant délit, pour ne pas être intervenu à côté de son collègue. Vous dites, c'est mon oncle. Libère-le. Même s'il a fait, il n'a rien fait. Libère-le. L'exécution des décisions de justice peut s'avérer onéreuse, sinon impossible d'exécution, selon qu'on n'est pas puissant pour encore étayer l'assertion selon laquelle la justice est une affaire de riches. Deux situations à distinguer.
la levée de la grosse, donc de la décision, et son exécution à l'issue du procès. La levée de la décision. Il est de principe que celui qui gagne une affaire doit rentrer en possession physique de la décision qui consacre sa victoire. Et pour ce faire, doit préalablement acquitter au Trésor le montant équivalent à 2,5% du montant de la condamnation qu'il a obtenue. S'il obtient 100 millions, avant d'avoir l'adhésion, il doit payer 2% des 100 millions. S'il a 50 millions, donc on peut ramener. Mais c'est dans le principe. Cette exigence légale peut être, en raison de l'importance, de nature à décourager certains justiciables non nantis et à les pousser à renoncer au bénéfice de leur décision, surtout quand l'adversaire ou le contradicteur a encore la possibilité de faire appel, ce qui générerait une nouvelle procédure avec des frais et des coûts supplémentaires. On n'est pas sorti du tunnel. D'un point de vue objectif, la justice peut paraître une affaire de riches, en ce sens qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour initier et exécuter totalement une procédure. Quant à l'exécution forcée de la décision, c'est l'hypothèse où celui qui est condamné ne veut pas payer. On doit pouvoir l'obliger à payer. C'est ça qui est l'exécution forcée. Pour l'obliger à payer, on a recours à la force publique. Donc des saisies, généralement, aller chez lui, se saisir de tout ce qui a de la valeur et qui est saisissable et procéder à la vente. Mais comme jamais ça ne se passe dans un contexte de paix et de bise, c'est toujours la guerre, le débiteur s'enfermant à double tour, le créancier voulant absolument y rentrer, vous imaginez l'ambiance. Et pour vaincre la résistance récalcitrante du débiteur, la loi permet que le créancier de la décision, c'est-à-dire celui qui a gagné, soit aidé de la force publique, c'est-à-dire les policiers et les gendarmes, pour aller faciliter les opérations d'exécution forcée. On voit bien que ces procédures également ont un coût supplémentaire qui peuvent décourager l'ardeur du justiciable non nanti, lequel, au demeurant, peut éprouver un sentiment de discrimination lié à son statut social qui serait de nature à les décourager par dépit. Je voudrais prendre deux exemples. Le premier est tiré d'une circulaire numéro 13 du 15 avril 2016, par lequel la chancellerie appelait les procureurs généraux, procureurs de la République et autres substituts, ceux qui contrôlent les policiers, pour leur demander de se référer à elle avant de prêter les gendarmes pour une quelconque exécution forcée s'il s'agit d'exécuter une décision de justice rendue contre une banque. Deux poids, deux mesures qui peuvent faire naître ou nourrir le sentiment que la justice n'accorde que des privilèges aux plus nantis. La disparité existe vis-à-vis du justiciable ordinaire du point de vue de la banque, moins nanti, parce que moins nanti, moins puissant que la banque, qui, à l'inverse de la banque, ne bénéficie d'aucune protection de cette même chancellerie lorsqu'une banque entreprend contre lui une exécution forcée. Remettant les choses à l'envers, une banque
dispose de la protection de la chancellerie, enfin, on va dire ça comme ça, serait, comment le dire de façon politiquement correcte, mais en fait, je pense qu'on a compris. Plus récemment encore, et toujours à propos de l'exécution forcée des décisions de justice, une seconde circulaire de la chancellerie, datée du 27 juin 2022, hier, impose, outre de référer à la chancellerie pour appréciation, de nouvelles conditions relativement subjectives, non prévues par les textes, en cas de demande de la force publique pour venir à bout d'un débiteur récalcitrant. Dans la pratique, l'application de ces circulaires, ou de la dernière en tout cas, outre son caractère illégal, peut entraîner des discriminations rompant ainsi le principe de l'égalité des justiciables et peut faire naître le sentiment chez celui qui se voit refuser l'aide de la force publique que la justice est une affaire de riches, surtout si son adversaire est puissant et protégé. En définitive, pour des raisons extérieures ou intérieures, exogènes et endogènes, la justice peut paraître une justice de privilégiés pour ceux qui sont bien introduits et qui influencent la balance et le regard de la justice en leur faveur. Mais la vraie question de ce soir, sans laquelle nous ne serions là, reste de savoir comment faire pour qu'il n'en soit pas ainsi ou pour qu'il ne paraisse pas être ainsi. En guise de réponse, je voudrais rappeler la prière dite par Monsieur le Président de la Cour suprême lui-même le 16 novembre 2011 lors de la rentrée judiciaire de la Cour suprême devant le Président de la République. Voici sa prière. Je cite: « Confessons au peuple de Côte d'Ivoire que nous avons péché en pensée, en parole, en écrit, par action et par omission. Mais cet acte de contrition serait inutile si nous ne nous engageons pas résolument pour l'avenir à faire et bien faire ce que nous avons à faire. Ce que le peuple attend de nous est simple, c'est de donner raison à celui qui a raison même s'il est pauvre et de donner tort à celui qui a tort même s'il est riche. » Fin de citation. Confessons au peuple de Côte d'Ivoire que nous avons péché en pensée, en parole, par action et par omission. Mais cet acte de contrition serait inutile si nous ne nous engageons pas résolument pour l'avenir à faire et bien faire ce que nous avons à faire. Ce que le peuple attend de nous est simple, c'est de donner raison à celui qui a raison même s'il est pauvre et de donner tort à celui qui a tort même s'il est riche. Fin de citation. Je terminerai pour ma part en nous appelant, nous interpellant, nous autres chrétiens, professionnels du droit derrière Christ, pour soutenir notre chemin de conversion pendant ce grand temps de carême. Agissons et soyons le sel de la justice qui lui donne sa saveur, afin que par notre action soutenue, la justice de Côte d'Ivoire soit la lumière de la démocratie et de l'état de droit, que, telle une sentinelle vigilante, le peuple interroge sur l'état de la nuit à la manière du prophète Isaïe, chapitre 21, verset 11. Veilleur, où en est la nuit?
veilleur. Où donc en est la nuit? Je vous remercie de votre charitable attention. Encore plus fort, hein? Maître, maintenant, bâtonnier des avocats, la justice est-elle l'affaire des riches? Vous voyez que la justice a un coût. Moi, ma préoccupation, c'est de répondre à la question qu'est-ce que nous devons faire pour que la justice ne soit pas uniquement une affaire de riches. Dieu seul est impartial. Et pour qu'on puisse vraiment travailler dans la justice, il faut se référer à la parole de Dieu. Il faut se référer à Dieu d'abord. Sans quoi il y a trop de déviations. Avec tout ce que le bâtonnier vient de dire, il y a trop d'insuffisances. Est-ce que dans votre service, il y a eu déjà un état de lieu concernant l'état général de la justice pour remettre les choses à leur place? Voilà, telle est ma question. Merci. C'est M. Magloire Boadi, à la Sainte Famille. Moi, je suis Albert Akar, je suis un retraité. Ce qui, moi, me préoccupe, c'est les menues affaires entre les citoyens que nous sommes dans le pays. Parce que nous sommes d'accord que la justice est une affaire des riches. Je crois que c'est une affirmation. Il faut le constater. Mais maintenant, comme la société n'est pas faite que de riches, et qu'il y a des pauvres, et que ces pauvres constituent, dans notre cas, en Côte d'Ivoire, la majorité, et que la justice, elle est faite pour réguler les rapports entre les citoyens. Or, il se trouve que ces pauvres, qui constituent peut-être 80% de la société, leurs rapports ne sont pas régulés. Ils sont abandonnés à eux-mêmes parce qu'ils ne peuvent pas accéder à la justice. Et ainsi, ceux qui sont plus forts parmi les pauvres, ils agressent ceux qui sont les plus faibles parmi les pauvres. S'il est né Goliath, alors il vous écrase parce que vous êtes David. Et nous avons les trois pouvoirs. Normalement, l'exécutif, il produit la loi. Le législatif devrait pouvoir contribuer à produire la loi parce qu'eux aussi nous représentent. Mais malheureusement, dans notre système, dans notre pays, nos députés ne produisent pas de loi. Ils vont juste pour voter ce que l'exécutif leur a proposé. Donc, ceux-là qui devaient pouvoir créer les conditions pour que le petit peuple puisse se protéger, pour que ses rapports soient régulés, ceux-là ne font pas ce travail. Et le peuple est livré à lui-même, 80% est livré à lui-même, et excusez-moi du terme, s'emmerde. Et c'est la société, l'élite qui vit. Comment faire pour que le petit peuple puisse protéger, puisse avoir une régulation interne pour que sa vie soit correcte? C'est ça qui me préoccupe. Est-ce que le bâtonnier peut nous dire comment est-ce qu'on peut faire pour que ce petit peuple-là, qui représente 80%, ait une vie normale et qu'il ne soit pas embêté parce qu'en leur sein, il n'y a pas de régulation? Voici la question, donc, M. Akar. Comment le petit peuple peut mener une vie aussi heureuse? Parce que nous voyons que 80% de la population est pauvre. Allez-y, votre question. Bonsoir à tous. Merci, maître. Vous avez été très courageux de nous confirmer dans ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire que la justice est une affaire de riches. Bon, ça on le savait, mais vraiment vous avez eu
le courage de nous l'annoncer devant tout le monde. Effectivement, la justice est une affaire de riches. Le pauvre a toujours tort. Moi, ce que je voulais savoir, comment un chrétien vit dans ce milieu d'injustice permanente, où il est soumis à la corruption financière ou sociale ou politique. Comment ça doit se passer? Et peut-être que je vais vous poser à vous-même personnellement la question, parce que vous avez dû déjà vivre ça. Et je pense que ça doit être très, très, très difficile pour tous ces gens qui sont dans la justice de pouvoir rendre la justice, parce que on sait même que quand quelqu'un a commis un délit évident et tout, on lui donne quand même un avocat. Et cet avocat va se battre pour faire libérer son client, alors qu'il sait pertinemment que son client a tort. Rien que partir de là, c'est un peu difficile. Alors comment un chrétien, catholique ou pas catholique, comment un chrétien peut vivre avec toute cette injustice permanente dans laquelle il baigne? C'est ça. Est-ce que vous vous confessez tout le temps? Est-ce que vous... Oui, ça doit être pas facile. Pas facile, c'est un noble métier, c'est vrai, mais je pense qu'il est très facile. Je suis Madame Tano de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Comment un chrétien vit-il dans ce milieu, en gros, sans perdre son âme? Comment un chrétien peut-il défendre un client qui a tort? Alors, il y a dans cette question deux volets. C'est curieux, ça m'est venu comme ça pendant que vous parliez. J'ai envie de vous répondre par une question. Mon père, pourquoi le Créateur a-t-il confié sa création à la moins sûre de ses créatures? Je pense que notre profession, on ne peut pas l'exercer, et dans toutes les professions, on ne peut pas l'exercer sans rapport à Dieu. Moi, en tout cas, pas sans rapport à Dieu. Est-ce que je me confesse toujours? Non, pas assez. Mais je ne peux pas, j'ai un rapport à Dieu dans cette profession. Je suis la moins sûre de ces créatures, mais je suis celle qui le plus est derrière espérer sa rédemption. Le deuxième volet, comment fait-on pour défendre quelqu'un qui a commis un délit? C'est exactement là le sens de notre sacerdoce d'avocat. Défendre quelqu'un n'implique pas dire que ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait. Défendre quelqu'un, c'est déjà expliquer ce qu'il a fait. C'est déjà rentrer dans sa personnalité, expliquer, de sorte que ceux qui le jugent, en essayant de se mettre à la place, puissent comprendre la logique ou comment il a pu agir. Juger, avant tout, c'est comprendre. Juger, c'est comprendre. On ne juge pas dans l'absolu des valeurs, on juge un homme avec son éducation, sa personnalité. C'est pour ça qu'à la barre, chaque fois, on pose des questions. Qui es-tu? D'où viens-tu? As-tu été à l'école? As-tu une enfance heureuse? Et vous serez alors surpris que par les réponses, vous vous rendrez compte, vous serez surpris que la personnalité, celle qui apparaît selon l'horreur des faits, est en réalité différente de celle qui anime intrinsèquement l'individu. On fait un métier difficile, qu'on ne comprend toujours pas, mais un jour, on espérera, ou un jour, on voit l'importance de ce métier quand plus personne ne veut parler pour vous à cause de l'horreur de vos actes et que quelqu'un parle pour vous. Nous, les avocats, nous parlons pour ceux qui n'ont pas de voix. Ce qui suppose que nous-mêmes nous soyons crédibles. Ça peut être là le problème. Mais toujours est-il que nous faisons un métier que les gens ne comprennent pas. Nous ne sommes pas Dieu et vous non plus, vous n'êtes pas Dieu.
Vous êtes les premiers à juger sans voir la poutre qui est dans vos yeux. Vous êtes les premiers à dire, il a fait ci, il a fait ça. Mais un jour, vous aurez besoin pour qu'on dise pour vous que vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça. On ne perd pas son âme, on la gagne en se portant au secours de l'autre, dans le respect de la loi. Nous avons également la possibilité de faire jouer. On ne prend pas toutes les causes. Chacun accepte la cause selon sa clause de conscience. Ce n'est pas toutes les causes qu'on accepte. Et donc, de ce point de vue, moi, personnellement, comme beaucoup, nous avons un rapport à Dieu. Nous avons une association de chrétiens, d'avocats chrétiens, comme de juges chrétiens. Nous avons des juges qui sont chrétiens. Vous allez tous les midis à la cathédrale, en face du palais de justice. Les trois quarts des gens qui les fréquentent sont des chrétiens. Maintenant, est-ce qu'il est en notre pouvoir de faire changer les choses comme nous le souhaiterions? Là, ça reste une autre question. Mais chacun à son niveau essaie de faire en sorte d'être le meilleur chrétien qui soit, d'être le sel de la justice. Les pauvres, comment faire pour que le petit peuple puisse mener une vie normale? Alors, la difficulté de mon sujet, mais en même temps, vous vous doutez bien que ceux qui m'entendent et qui sont de l'autre côté de la barrière ne vont pas du tout apprécier mes propos. À la limite, ce soir, j'ai été téméraire. J'ai été absolument téméraire. D'autres diraient, mes enfants pourraient dire, mais tu nous exposes et tu t'exposes. Ce ne sont pas des sujets qui sont du goût des gens. Donc je veux dire, j'ai été téméraire. Mais c'est une question qui touche aux confins de la politique en général, de la façon dont on vit. Est-ce que moi j'ai le pouvoir, nous les avocats, nous avons le pouvoir de changer les choses, nous avons le pouvoir d'agir sur nos dossiers, dans les limites de notre dossier. Il faut un mouvement d'ensemble, il faut une prise de conscience. Il faut que chacun, dans son rapport avec Dieu, ou ce qu'il représente, ou ce que Dieu peut représenter pour lui, se porte vers l'autre. Et puis lorsque je pense qu'on aura toujours essayé de se mettre à la place de l'autre, alors peut-être que là, on pourrait penser l'autre comme on se penserait soi-même. Et comme on n'a pas envie pour soi-même du pire, alors en imaginant le meilleur pour soi, on l'imagine forcément pour l'autre, et puis ça peut créer les conditions d'un bonheur. Je ne suis pas politique. Alors celui d'Angleterre, lui, ça me touche parce qu'il dit que le tableau est triste. Enfin, mais moi, je suis le premier à dire que le tableau est triste. Moi, je ne suis pas fier d'avoir dit ce que j'ai dit. Mais c'est ce que je dis pas. Oui, c'est la vérité, mais c'est ce que moi, je constate. J'ai pris le parti volontaire d'étayer l'affirmation selon laquelle la justice est une affaire de riches. Et je suis sûr que si on appelle quelqu'un d'autre, il pourrait étayer à merveille l'affirmation que la justice n'est pas une affaire de riches. Donc que notre ami et frère d'Angleterre ne sente pas la morgue en lui, mais c'est l'état de mon opinion avec mon expérience. Et puisqu'il fallait que je rentrât dans la tête de l'auteur de l'affirmation, j'essaie alors d'étayer par des exemples. Mais à côté de ça, rien que pour atténuer peut-être sa douleur, je veux lui parler de l'assistance judiciaire. L'assistance judiciaire, c'est l'institution qu'a trouvée le gouvernement avec les avocats et les autres acteurs de justice, de venir en aide à ceux de nos congénères sociaux
qui ne sont pas fortunés pour qu'on les aide à accéder à la justice. Le problème n'est pas tant l'accès de la justice, mais plutôt la qualité de la justice, ce qui est un autre débat, et bien heureusement, on ne m'a pas demandé ça. Mais ça reste quand même des passerelles, des mécanismes qui existent. C'est le pouvoir d'achat également. Ça va toucher peut-être à la politique économique de notre pays. C'est le pouvoir d'achat. Tous les faits que j'ai mis en avant l'ont été en perspective du pouvoir d'achat des Ivoiriens. Si vous touchez 180 000 francs par mois et que pour une affaire, vous n'avez pas l'assistance judiciaire et que vous devez engager une action qui, a priori, vous oblige à débourser 130 000 francs, est-ce que, objectivement, ça ne semble pas être une affaire de nantis, sans qu'en le disant, on critique un système ou un pouvoir ou le président? Malheureusement, ce pays n'admet pas les débats d'idées objectifs sans rattachement partisan, colorié. Mais moi, je suis dans la maison de Dieu. Je l'ai dit, je parle sans peur. Parce que je suis dans la maison du Maître. Lui-même, il va prendre soin de moi. Alors, je vais donner un exemple concret. Quand j'étais curé à la paroisse Notre-Dame-la-Tendresse, j'ai constitué un groupe d'avocats. Parce que je me dis, nous sommes un quartier riche, mais il y a des pauvres parmi nous, ils sont très nombreux. Effectivement, il y a une veuve qui était venue nous voir. Ces avocats des chrétiens, donc la paroisse Notre-Dame-la-Tendresse, ont constitué et elle a exposé son problème, elle avait un contentieux avec l'armée. Son époux, qui est décédé, avait un terrain et avait un problème, question litigieuse avec l'armée. Finalement, ces 5 ou 6 avocats ont pris sa défense, l'ont soutenu, et elle a gagné. Elle a gagné, et là, bon, j'ai félicité les responsables de l'époque. Et donc, justice a été faite à cette pauvre veuve-là. C'est pour nous dire que si les chrétiens jouent parfaitement leur rôle comme avocats, je crois qu'il y a des pauvres qui vont retrouver la joie aussi de vivre, comme a dit M. Aka. Alors ma question, je sais que vous n'êtes peut-être pas la personne idoine pour répondre à cette question-là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas encore le verdict de cette enquête qui a été menée de Probokwaba, des déchets toxiques? Je suis Antoine Été, paroissien de Saint-Jacques. Je prends le micro pour un témoignage. Ah, c'est par ici. Un témoignage et une question. Bon, la question va expliquer un peu peut-être votre témoignage. Je crois que le plus souvent, on a des difficultés quand on est seul. Et là, je voulais savoir si ici, il y a beaucoup d'associations, comme par exemple dans d'autres pays, qui aident les gens dans des procès, et quel effet ça fait? Est-ce que ça marche bien ici en Côte d'Ivoire, monsieur le bâtonnier? Je suis Rosine Kété, je suis avocat. Je voudrais dire effectivement que il y a une petite blague qui dit 10 avocats sont attachés au fond de la mer. Qu'est-ce que les autres disent? Les autres répondent, c'est déjà ça de gagner. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a tellement la réputation d'être des menteurs qu'à la limite, bon, quand on voit un avocat, on se dit que c'est un menteur. Et d'où la question, est-ce qu'on se confesse assez souvent? Comme monsieur le bâtonnier vous a dit, je fais juste une contribution, comme monsieur le bâtonnier vous a dit, on a la latitude effectivement de choisir des affaires qui ne sont pas à l'encontre de notre morale. Chacun a sa morale. Si vous êtes chrétien catholique, vous avez votre morale. Et dans ce cas, vous choisissez des affaires qui sont en conformité avec votre morale catholique. Ce que je voudrais dire ici,
à tous ceux qui sont dans la salle et qui, à l'issue de cette conférence, peut-être sont un peu dans le désespoir en se disant qu'ils n'ont pas les moyens de prendre un avocat et qui sont naturellement perdus. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, les sociétés qui marchent le plus en Côte d'Ivoire sont les 3 sociétés de téléphonie mobile. Tous les Ivoiriens ont un téléphone. Donc, ce que je recommande, plutôt que de passer les journées, effectivement pour les uns ou pour les autres, passer les journées sur les réseaux sociaux éventuellement, ou regarder les influenceurs, ou regarder des choses qui ne sont pas tout à fait utiles, je recommande que l'on prenne 1 heure de son temps. Comme a dit le bâtonnier tout à l'heure, nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire que lorsqu'on sait lire, on peut aller. Tous les ouvrages de droit sont sur Internet. Tous les ouvrages de droit, tous les codes sont sur Internet. En fonction du problème que vous vivez, en se disant qu'on n'a pas les moyens de voir un avocat, tous les problèmes que vous vivez, vous regardez votre situation, vous tapez sur Internet, droit pénal par exemple, parce que vous avez une affaire pénale, ou vous dites qu'on vous a licencié, vous regardez le code du travail, vous lisez le code du travail, par exemple. Vous lisez le code du travail et vous voyez effectivement si la situation que vous vivez est une situation qui vous donne raison. Ça, c'est un préalable. Ça pourrait vous aider. Ne fermons pas la porte à l'idée, ne fermons pas la porte. Comme il vous a dit, si on prenait une personne inverse ou un débat contraire en disant la justice appartient aux pauvres, quelqu'un pourrait venir vous faire le débat contraire. Il vous l'a dit. Donc, il arrive, ne gardons pas espoir ou ne perdons pas l'espérance que soit seule une personne peut faire changer les choses. La plupart des lois, la plupart des situations qui ont évolué aux États-Unis ou dans les pays développés, ce sont des personnes seules qui n'avaient pas d'avocat, mais qui se sont battues pour faire évoluer les choses. Donc, en tant que chrétiens catholiques qui avons l'espérance et la force de nous dire qu'au-dessus de nous, et nous avons Jésus à côté de nous pour combattre, nous pouvons aller et être David dans ce combat-là et battre Goliath. Ça peut arriver. Je ne dis pas que, effectivement, les conditions globales réunies de la justice ne sont pas en défaveur de celui qui n'a pas d'argent, mais on peut essayer à titre personnel, soi-même, en ayant cette conviction et cette volonté, on peut faire changer les choses. Mais pour ça, il faut le vouloir, il faut s'informer, aller chercher. Et un jour, une personne changera les choses. Comme aux États-Unis, cette femme a changé la loi qui disait qu'une femme qui a été violée, par exemple, ne pouvait pas empêcher son violeur qui l'avait rendue enceinte, ne pouvait pas empêcher son violeur de voir l'enfant. Mais cette femme seule, à la vue de son enfant qui allait être touché par son violeur, s'est battue pour faire changer la loi. Donc gardons à l'esprit, soyons des combattants et surtout connaissons nos droits. Moi je suis avocat, donc c'est plus facile pour moi, mais j'encourage chacun de vous à aller effectivement sur Internet, que les téléphones servent à quelque chose de positif, que vous puissiez vous cultiver et apprendre le droit éventuellement lorsque vous en avez besoin. Merci. Merci, Mme Odine Kete, pour votre contribution. Je suis Mme Diarra, je suis la présidente de la FEC de Saint-Jacques et en même temps présidente syndicale des 150 logements, lycée technique. Maître, ma question est de savoir, cela fait 17 ans que nous sommes en justice pour la cession de nos appartements aux 150 logements CNPS. Depuis 2017 que nous sommes en justice. Jusqu'à là, on nous balade. Est-ce normal un jugement dure autant? Henri Niava, enseignant, paroissien de Saint-Jacques. Je vais poser une question à Maître.
et après je vais faire un petit commentaire à l'attention des paroissiens. Ma question est la suivante. Henri Lavoie. Ma question est la suivante. Nous apprenons, beaucoup d'entre nous le savaient, mais certains d'entre nous, et je crois que c'est la plus grande part, découvrent que les avocats, les juges sont constitués en association de chrétiens catholiques. Est-ce qu'il n'est pas possible que vos associations de juges et de membres du barreau soient des associations qui communiquent plus avec le peuple de Dieu? Est-ce que ce n'est pas possible que vous puissiez vous faire connaître en ayant un compte Facebook, un site internet, de sorte qu'il y ait un dialogue entre vous et le peuple de Dieu? Ça vous rapprocherait plus du peuple de Dieu et des justiciables. Je suis Stéphane Aillé de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera. Vous avez mis le doigt sur un fait qui, en cours, je dirais, autour du palais de justice. Vous allez parler des magouillas qui rendent aussi l'accès lourd aux demandeurs. L'accès lourd. Vous, propriétaire, si je peux m'exprimer ainsi, propriétaire du palais, qu'attendez-vous pour les dégager, pour permettre l'accès facile aux demandeurs? C'est sa première question. La deuxième, vous avez pris l'exemple d'un de vos confrères qui a eu son oncle inculpé dans une affaire, qui était coupable, mais qui n'a pas levé le petit doigt pour intervenir. Je veux savoir si cet oncle était le président de la République, qu'allait être sa réaction? S'il était quoi? Devrions-nous désespérer de la justice? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Les questions de justice sont toujours difficiles parce que ça touche à l'aspect quotidien et chacun y met de son tempérament, de sa personnalité, de son degré de compréhension. Et c'est ça qui complexifie la question de la justice, du droit, parce que chacun, finalement, est juge ou chacun apprécie. Et moi, chaque fois, surtout en direction de mes étudiants, j'essaie de leur dire que le droit reste une affaire de techniciens. Faut-il désespérer de la justice? Alors, j'ai envie également, ça me vient comme ça, de dire, parce qu'un avion, 2 avions, 3 avions se sont crashés, faut-il désespérer de l'avion? On ne désespère pas de la justice. On prend conscience et puis on essaie d'améliorer. Si l'amélioration n'est pas collective, chacun à son niveau personnel essaie d'améliorer dans les limites de ce que Dieu lui donne de vivre au quotidien. La question centrale, ça reste celle de l'accès à la justice sous le prisme du pouvoir d'achat, enfin, du pouvoir d'argent et puis la justice. Ça, c'est l'aspect infinitésimal. Enfin, c'est un petit aspect de la question. Est-ce qu'on entend qu'aucun pauvre ne peut avoir accès à la justice? Non. On dit que l'accès est rendu difficile à ceux qui sont moins nantis. Pour régler la situation, il faut relever le pouvoir d'achat de nos... Je pense que le SMIC est monté là à 60
75 000. Ça reste encore des choses qui sont perfectibles. Moi, je ne désespère pas de la justice et je ne crois pas qu'on doive désespérer de la justice. Au contraire, on doit s'armer de courage et d'opiniâtreté pour aller à l'assaut de la citadelle pour vaincre le mur de Jéricho, pour faire tomber le mur de Jéricho. Oui, c'est une limite de la justice lorsque le justiciable se fait justice lui-même. Aux entrées de l'année 2009-2010, avec tout ce chamboulement, vous avez entendu certaines personnes justifier qu'une des causes de la guerre dans ce pays a été l'injustice de la justice. Mais c'est toujours dans l'absolu un échec de la justice lorsque le justiciable se fait lui-même justice, parce que nul n'a le droit de se faire justice. Ça, c'est le principe. Il arrive que les hommes ne sont pas des robots et que même quelqu'un qui est calme tous les matins, 364 jours sur 365, le 5e jour peut être devenu fou. Et c'est là que nous, on se tient à la brèche. On ne se rend pas justice soi-même, mais il peut arriver des situations dans lesquelles les gens se rendent justice. Mais l'idéal, c'est qu'on n'y arrive pas. Est-ce pour autant qu'il faut désespérer de la justice? Moi, je suis optimiste. Je dis, on ne désespère pas de la justice. Ce juge d'instruction courageux, s'il avait été président de la République, permettez-moi de vous dire que j'aurais déjà souri. Parce que ça veut dire au moins que lui, il aurait su dire non. Mais ça ne veut pas dire que le président ne sait pas dire non. On dit simplement que lui, il a dit non à son oncle. Mais est-ce que vous pouvez imaginer la tragédie qui est la sienne, mais la tragédie qui pourrait être celle de ses parents qui, de bonne foi, ne peuvent pas comprendre au plan humain, au plan de la reconnaissance ou de la gratitude, comment quelqu'un qui vous a élevé, nourri et blanchi, payé vos études, comment ce quelqu'un vous l'envoyez en prison? Comment? Est-ce que vous imaginez la déchirure, la tragédie même, tant de celui qui résiste et de celui qui est indigné de la résistance de celui qui résiste? Ça, c'est la vie des hommes. Est-ce qu'il y a des considérations de faut-il désespérer de la justice? Non. La justice est animée par des êtres humains. Ce n'est pas la justice de Dieu. C'est la justice des hommes dans leur imperfection. Et ce président, oui, il aurait été... Comment aurait-il réagi? J'ai presque envie de vous dire, repasser pour me poser la question, après qu'on l'ait observé 6 mois. Avec ses idées fraîches sorties de l'école, au bout de 6 mois, c'est peut-être quelqu'un d'autre. La réalité du pouvoir. On reste à la périphérie du pouvoir, on critique, mais à l'intérieur, ça devient autre chose. C'est absolument délicat, ces questions-là. Comment est-ce qu'on ne se constituerait, on ne devrait pas se constituer, oui, en association pour tirer parti de notre force collective? Bon, ça touche au côté jardin de notre activité. Les avocats, il y en a qui sont en bande, il y en a qui sont solitaires, il y en a qui viennent au Saint-Sacrement tout seuls, il y en a qui sont en groupe. Le plus important reste, à mon avis, votre feu intérieur, votre rapport à Dieu. Est-ce que c'est notre rôle d'aller sur la place publique pour entretenir les gens? Est-ce que ça devrait être quelque chose d'officiel ou d'officieux? Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je crois que nous sommes appelés à l'action et nous devons répondre à l'action. On ne se cache pas pour faire le signe de croix. On n'est pas timide. Les juges ont ce qu'on appelle l'obligation de réserve. Il y a de grands juges, de bons juges, absolument chrétiens, qui pourraient être même là,
qui pourrait dire plus que moi, qui ne devrait pas le dire à cause de l'obligation de réserve. Nous, on a la liberté de parole, mais même la parole doit se contrôler par elle-même. On ne dit pas tout non plus. Alors, je dis aujourd'hui, j'ai accepté, parce que le père Abékan, c'est difficile de lui dire non, pas qu'il vous intimide, c'est difficile de lui dire non, mais le sujet, la justice, une affaire de riches, oui. Comme je dis, j'ai pris le parti de l'étayer comme ça. Mais invitez-moi peut-être à une autre occasion et puis demandez-moi de vous développer que la justice n'est pas une affaire de riches. Et vous serez étonné de dire, mais vous étiez là hier, c'est ce que vous avez dit. Oui, mais tout est une affaire d'argumentation. Voilà. Est-ce pour autant que je dis ou vous avez entendu que les riches n'ont jamais eu raison en justice? Non. Non. C'est la difficulté d'accès. Mais lorsqu'on est à l'intérieur, la justice, voilà. Donc la question de la qualité de la justice est différente de la question de l'accès à la justice. C'est différent également, c'est en lien avec les coûts objectifs. La justice est un service public qui emploie des fonctionnaires et qui ailleurs est une forme de management. Vous payez. Un certificat de nationalité, vous le payez. Alors, la question des margouillas, j'ai presque envie de dire que c'est une question générale. Les laisser pour compte, adeptes du système D, qui se débrouillent, qui rentrent ça et là. Qu'est-ce que nous, on fait des margouillas? J'ai presque envie de vous dire, nous ne sommes pas propriétaires du palais de justice. Nous dénonçons chaque fois qu'on peut le désordre qui règne autour du marché. Vous voyez les margouillas, mais vous ne voyez pas que le tribunal est devenu un marché. Entre les vendeuses d'awadji, les vendeuses de mouchoirs, les vendeurs d'eau, les namas, au palais de justice, croyez-vous que... Mais il faut une volonté pour restituer à la justice sa sérénité de façade. Nous dénonçons, certains magistrats ou les magistrats, eux également dénoncent, mais je dois dire, pour être complet, que la question de la justice ou des infrastructures va dépendre également de l'investissement que les gouvernants accordent à la justice. Ça, il faut que je le dise. La justice est le parent pauvre du gouvernement et ça, je le dirai à n'importe qui et devant n'importe qui. 1,02% du budget est consacré au service public de la justice. Quand à côté de ça, vous avez des pourcentages notables pour d'autres choses. C'est le choix qu'on fait. Dis-moi, quel budget tu accordes à ta justice? Et je te dirai quelle importance toi-même. C'est aussi simple. Alors, les namas sont un phénomène consubstantiel à notre société. Ce sont les pauvres, ce sont les désœuvrés qui n'entendent pas aller grossir les rangs de la MACA et qui se débrouillent. Alors, ils sont margouillards parce que ce sont des intermédiaires qui n'ont rien à y faire. À partir de ce moment, ils viennent également gréver le coût et le fonctionnement de la justice. Que faut-il faire? Leur interdire l'accès. Est-ce que c'est le travail de l'avocat? Ça, ce n'est pas mon travail. En revanche, je dois vous dire objectivement que lorsque quelqu'un doit aller payer son certificat, retirer son certificat de nationalité, s'il est dans l'urgence ou s'il n'est pas dans l'urgence, il y a toujours quelqu'un qui vient lui dire, comme on le fait, il est des margouillards parce que nous aussi, on utilise leur service. Parce qu'on ne va jamais directement là-bas, tu ne connais pas quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et bien, c'est nous qui favorisons ça. Alors, ce n'est pas que la justice va régler tous nos problèmes de société, parce que nous aussi, nous participons de la... Je veux dire, c'est un système de vase communicant. N'attendez pas tous des avocats, commencez vous-même à faire votre révolution interne. Peut-être que quelqu'un viendrait, 10 personnes viennent par jour,
et disent aujourd'hui je ne veux pas de margouillat. Au bout du compte, ça va cesser. Donc, voilà, l'accès à la justice. Alors, mon cher ami Antoine, je suis désolé que de ton infortune. Alors, vois-tu, tu as dit quelque chose qui m'a touché. Si j'ai bien compris, tu étais en France, c'est ça? Et oui, j'entends bien. Tu étais en France, pays des droits de l'homme, hein, prétendu. Tu étais en France, tu étais militaire, et puis tu as perdu la vue, et arbitrairement ou abusivement, selon toi, on t'a rendu inapte ou on t'a déclaré inapte avec ce régime qui ne t'a pas restitué dans ta dignité de soldat avant le drame. Et tu dis, enfin, c'est comme ça que j'ai compris, tu as commencé un procès où, comme tu ne peux pas gagner un procès, because c'est l'armée qui est en face, tu as décidé de rentrer dans ton pays. C'est la justice du pays des droits de l'homme. Nous, on va se parler entre nous de notre justice qui est maladive ou qui est malade. Je n'accepterai jamais que quelqu'un vienne nous critiquer parce que personne n'est mieux que nous. Donc, Antoine, tu es obligé de revenir dans ton pays avec, comme tu dis, une pension minorée. Et la justice de France t'a refusé le droit à la reconnaissance de tes mérites. Elle ne s'est même pas souciée, elle n'a même pas été reconnaissante des services que tu as rendus à son armée. Les hommes, c'est comme ça. C'est la justice. Enfin, c'est pas juste, mais c'est comme ça. Chacun de nous peut avoir une expérience traumatisante de la justice. Est-ce que pour autant on abandonne? La réponse, elle est fulgurante, elle est pleine d'espérance. Elle vient encore de Antoine. Il dit, après le procès, il y a la prière. Et la prière, c'est l'appel à Dieu. Antoine, sois remercié. Rien que pour ça, tu mériterais de retrouver la vue. Et si le Dieu des esprits te touche, je souhaite qu'il te touche, qu'au moins il te remette, il te permette de recouvrer la vue de ce grand cœur que tu as. Probo Koala, mon père, moi je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas pourquoi ça dure. Enfin, je sais qu'en son temps, l'État de Côte d'Ivoire a transigé avec Trafigura en ce qui concernait la responsabilité de Trafigura. Mais la transaction, c'était que pour l'État de Côte d'Ivoire, et je crois que ça n'a pas profité aux citoyens. Lesquels citoyens, jusqu'à présent, poursuivent Trafigura ou voilà. Donc, ça continue, mais je ne peux pas expliquer le choix stratégique de cette affaire. Et je ne vais pas la commenter parce que je ne la connais pas plus. Si vous n'avez pas d'influence sur le temps, bonifiez votre patience en vous disant, en tout état de cause, je souhaite vivante pour voir la fin du film. Le film a une fin. Le tout, c'est qu'il faut que vous voyez la fin. Sinon, si vous vous mettez dans tous vos états, vous dites, c'est pas normal, vous ne pouvez rien y faire. Et des fois, le temps, contrairement à ce que vous pensez, est votre allié. Parce que quand un dossier est un peu facile, ou quand on veut, ça se fait rapidement. Mais les juges, en général, de la Cour suprême, sont des juges expérimentés qui ne confondent pas vitesse et puis précipitation. Et le temps du procès n'est jamais le temps du plaideur. Jamais. Le temps de 1000 ans pour un homme, il dit, c'est un jour à mes yeux. Qu'il vous dit, regardez le méchant. Bientôt, il ne va plus paraître à vos yeux. Mais vous n'avez pas remarqué que c'est le méchant qui dure sur la terre? Vous n'avez pas remarqué? Vous avez remarqué, non? Pour ce soir, c'est terminé. Votre serviteur, l'abbé avec un Norbert Eric, curé de la paroisse Saint-Jacques, l'âne du Christ,
Que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse vos familles respectives, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ.